Avant de débuter l'épisode, j'aimerais vous partager la superbe nouvelle qu'est la sortie de mon deuxième livre qui s'intitule Le petit livre des 50 phrases pour négocier votre prochaine augmentation. Alors pourquoi le petit livre? Parce que c'est un petit format et c'est un tout petit prix. Il ne coûte que 3,50 €. Qu'est-ce que vous allez trouver dans ce livre? Eh bien, un condensé de ma répartie légendaire. C'est-à-dire quoi dire et quoi ne pas dire quand on veut négocier son salaire d'entrée lors d'un entretien d'embauche, quand on veut demander une augmentation, mais également pour les indépendants et les indépendantes, quand on veut négocier ses prestations ou quand on veut augmenter ses tarifs. Le petit livre des 50 phrases pour négocier votre prochaine augmentation, c'est un tout petit format à glisser dans votre poche ou dans votre sac, l'anti-sèche parfaite pour vous permettre d'obtenir votre prochaine augmentation. Il ne coûte que 3,50 €, il est disponible en ligne et dans n'importe laquelle des librairies. Bonjour et bienvenue dans Ma Juste Valeur, le podcast référent sur la négociation de rémunération qui vous apprend à négocier vos salaires, négocier vos tarifs, obtenir une augmentation et globalement la rémunération que vous méritez. Je suis Insa Felassini, experte et coach en négociation de rémunération, mais également juriste, autrice, conférencière, youtubeuse, féministe militante pour l'égalité salariale et créatrice de ce podcast. Tous les premiers lundis du mois, je vous livre des conseils pratiques, concrets et précis pour négocier et obtenir un salaire ou des tarifs à votre juste valeur. Je reçois également une fois par mois des invités de tout horizon avec lesquels j'explore la relation que les femmes entretiennent avec l'argent et dessine des solutions pour vous décomplexer sur le sujet et vous donner des ailes pour oser en gagner plus. Je suis convaincue que la liberté économique des femmes annonce et précède leur liberté politique. Et si vous écoutez ce podcast, c'est tout sauf un hasard. Alors, en avant toutes mesdames et bienvenue dans Ma Juste Valeur. Cet épisode a été rendu possible grâce au soutien d'Agipi. Agipi, c'est une association indépendante d'assurés qui propose des solutions qui répondent aux besoins de protection des particuliers et des professionnels. Protection de la famille, de l'activité professionnelle, protection du patrimoine, de la retraite, etc. Agipi, c'est aussi l'assureur qui partage nos valeurs et vos valeurs, puisqu'il accompagne les femmes dans l'entrepreneuriat, leur propose des garanties spécifiques, notamment en cas de cancer du sein, mais aussi et surtout en cas de violence conjugale et de violence intrafamiliale. Et franchement, rien que pour ça, je dis bravo. L'argent est la plus facile des conversations difficiles dans le couple. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir la première sexologue ever dans le podcast Ma Juste Valeur, Madame Margot Théroux. Margot est sexologue clinicienne, autrice, podcasteuse, créatrice de contenu et militante pour l'égalité femmes-hommes, notamment à travers la lutte contre les violences économiques. Margot est également une véritable évangéliste de la bonne baise. Oui, oui, vous m'avez bien entendu, de la bonne baise. Et je dirais même plus, de la bonne baise féministe. Puisque son travail vise aussi à déconstruire la vision patriarcale du sexe, les tabous liés à la sexualité et à la représentation des femmes dans ce domaine. D'ailleurs, Margot développe plus le sujet dans son récent ouvrage, La Malbaise, paru en avril 2025 et publié aux éditions Payot. Bonjour Margot. Bonjour Insaf, quelle présentation! Merci d'avoir accepté mon invitation Bah écoute, ça fait plaisir depuis le temps. et merci d'être la papesse de la bonne base féministe. Ah mais j'adore, ce titre me va très bien. Je pense que je vais garder ma couronne et je vais pas l'abandonner. Margot, on va rentrer cash dans le vif du sujet, puisque comme tu le sais, hein, dans cet épisode, j'aimerais aborder la vaste question du sexe et de l'argent. On entend depuis la nuit des temps que ces deux sujets sont intimement liés, comme c'est le cas d'ailleurs pour argent et pouvoir. Pourtant, on envisage cette association, j'entends sexe et argent, souvent uniquement à travers le prisme des industries, soit de la prostitution, soit de la pornographie. Du coup, on a du mal à imaginer que notre relation à l'argent peut avoir un véritable impact sur notre vie sexuelle et notre vie de couple. Et je voulais te poser la question, toi qui es la papesse de la bonne baise, est-ce que c'est vrai déjà, est-ce que notre relation à l'argent a un impact sur notre vie sexuelle et notre vie de couple? Ça, c'est la première question. Et si oui, est-ce que tu peux me dire en quoi la qualité de nos rapports sexuels peuvent-ils être influencés par l'argent qu'on gagne ou qu'on ne gagne pas?
Bah écoute, merci beaucoup pour cette question qui nous fait rentrer à cœur, corps et âme dans le vif du sujet. Effectivement, le sexe et l'argent sont souvent liés quand on parle de TDS, hein, travailleurs, travailleuses du sexe, pornographie, etc. Mais il faut savoir que l'intime est politique et ce qui se passe sous nos couettes et dans nos chambres à coucher pour les plus traditionnels d'entre nous a un impact sur l'argent et l'argent que l'on gagne ou que l'on ne gagne pas a un impact sur notre sexualité. Il y a une étude qui a été faite il y a quelques années qui montre que les couples, en tout cas les ménages et les personnes qui gagnent plus, chez les personnes qui gagnent plus, la sexualité a une part plus importante dans leur vie. Et je pense que ça, c'est hyper intéressant à savoir, c'est-à-dire que plus on gagne de l'argent, plus on est à l'aise financièrement, et plus on a le temps, la chance ou pas, de penser notre sexualité. Est-ce que la sexualité, c'est un truc de riche? Je pense que oui. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a jamais dit, qu'on ne pense pas. Mais alors moi, j'en veux pour preuve. Alors ça n'est, enfin, ce n'est que de la lorgnette de mon cabinet, mais voilà, j'exerce à Boulogne, mon cabinet est plein. Jamais personne ne questionne mes tarifs. Et puis il y a aussi cet accès à la santé mentale de se dire, en fait, vu que mes besoins primaires, dormir, manger, vivre dans un logement qui soit décent, enfin, comment dire, sont Adressé. acquis, sont cadrés, voilà, sont traités, je peux me penser en tant qu'être désirant et désiré. C'est hyper intéressant ce que tu viens de dire, Margot, parce que c'est la première fois que je l'entends et et c'est une vérité qu'on doit vraiment dire, hein. Bah, quand tu es riche, tu as une vie sexuelle plus heureuse. Et je Bah oui. sais qu'en disant ça, ça va peut-être faire, faire bondir plein de personnes qui vont dire, mais attends, comment tu peux dire ça? Moi, je suis pas riche et j'ai une superbe vie sexuelle. Mais en fait, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que j'ai récemment écouté une interview d'Esther Perel, qui est sexologue, une sexologue américaine. C'est elle la papesse, qu'on se le dise. Ouais, bah, aux États-Unis, nous, on Aux a rien États-Unis. d'autre en France, hein, chacun son Voilà. petit carré. Nous, c'est Margot Théroux aux US, c'est Esther Perel. Et en fait, elle disait, elle expliquait que, en fait, si les femmes étaient moins intéressées, semblaient être moins intéressées par le sexe, c'était pas parce que elles avaient moins de désirs sexuels, mais qu'en réalité, pour qu'elles soient prêtes à faire, entre guillemets, cet effort, il fallait que ce soit intéressant. Et comme dans leur couple, elles étaient submergées par la charge mentale, par la charge professionnelle, et que dans leur vie, elles avaient des vies à 300 à l'heure, où elles n'avaient pas le temps de se reconnecter à leur corps, à leurs désirs, etc., ben, en fait, le sexe était devenu une tâche de plus à faire dans leur to-do list. Et du coup, ben, comme c'est une tâche qui a un rapport aussi avec elles, le plaisir sexuel, c'est quand même très personnel aussi, même si c'est un échange, et ben, elles préféraient la mettre, la reléguer au dernier plan et adresser d'autres sujets, comme, je sais pas, faire la lessive, par exemple. Et du coup, bah, c'est comme ça aussi que le couple s'étiolait et elle invitait les hommes à rendre le sexe encore plus intéressant pour justement essayer de développer l'intérêt des femmes et faire en sorte qu'elles aient plus envie de le reléguer à une tâche sur leur to-do list. Et donc, tu vois, effectivement, alors là, il y a plein de choses hyper intéressantes. Moi, je suis totalement d'accord avec ça. Il y a une autre étude aux États-Unis qui montre que les couples qui partagent le plus les tâches ménagères ont une meilleure vie sexuelle. Mais au-delà de la question du désir et de sa place, tu vois, genre quand tu regardes la logistique, moi, je demande toujours aux patients que je reçois en consultation de me dessiner le plan de leur appartement. Alors, ils ont l'impression que je suis architecte. Ils disent, attends, c'est planté de cabinet. Et en fait, je leur demande, déjà, ça me permet de voir s'ils vivent en appartement ou en maison, s'ils ont leur propre chambre à coucher, parce que dans les grandes villes, les loyers augmentent. Et en fait, il y en a qui dorment dans le salon, ouais, mais en fait, quand ton gosse, il peut se lever la nuit pour boire de l'eau, en fait, t'as peut-être pas envie de t'envoyer en l'air. Et puis, bah, pareil, tu vois, quand tu gagnes de l'argent, t'as des gens que tu peux payer pour faire ton ménage, faire ton repassage, faire les tâches ménagères. Et donc, du coup, t'as de l'espace mental. Et c'est hyper injuste. Et c'est vrai que je l'avais pas autant conscientisée qu'en préparant notre interview, où je me suis vraiment mise à penser la sexualité avec un peu plus de hauteur. Et en fait, quand tu regardes, effectivement, si tu as quelqu'un qui gère, qui va chercher tes enfants à l'école, si tu as des enfants, ou tu as de l'espace, ou tu as la chambre à coucher qui n'est pas juste à côté de celle de tes enfants, ou tu as quelqu'un qui te livre tes courses, qui te fait ton ménage, ton linge, ton truc et tout, bah, en fait, où tu peux même prendre soin de toi, aller à la salle de sport, etc., bah, tu as de l'espace pour penser ta sexualité. Effectivement, plus tu as d'espace mental et plus tu peux réfléchir ta sexualité, te poser des questions, te dire est-ce que j'ai évolué sur ma sexualité ou pas? Est-ce que j'ai envie de ça? Est-ce que je veux tester ça? Est-ce que... Voilà, être vraiment connecté à toi, ton désir, ton partenaire aussi. Parce qu'il n'y a pas que une connexion unilatérale à soi et son désir, mais aussi à son partenaire et évoluer ensemble plutôt que voilà, évoluer côte à côte comme des lignes parallèles.
Ouais, et puis même sans compter, si tu veux te faire des restos en amoureux, bah en fait, si t'as des enfants, t'as une nounou, enfin un ou une nounou, peu importe, t'as enfin, une personne qui vient s'en occuper, ça coûte cher. Enfin, tu vois, les gens qui disent acheter de la lingerie, partent en week-end pour pimper la relation, mais je leur dis, mais vous êtes des oufs. 150 balles l'ensemble de lingerie, plus 300 balles de week-end, hôtel, plus repas compris. Enfin, non, mais enfin, qui fait ça? Ouais, et c'est vrai que juste acheter, enfin, juste se dire on prend une femme de ménage, bah, ça te laisse suffisamment d'espace mental ensuite pour avoir envie de t'envoyer en l'air, quoi. Mm, C'est mm. ça, avant de passer à l'étape de week-end d'ailleurs. Mais c'est hyper intéressant, Margot, parce qu'on voit à quel point les gens, en fait, sont prêts à faire des énormes pas, mais refusent des fois de faire des tout petits pas dans leur quotidien. C'est-à-dire prendre une femme de ménage qui coûte, allez, max 15 euros de l'heure, et la prendre ne serait-ce que 3 heures par semaine, parce que ces 3 heures par semaine, ça a l'air de rien comme ça, mais en réalité, quand tu les additionnes, ça te donne suffisamment de temps pour toi, soit aller à la salle de sport, soit ne serait-ce que regarder une série et te reposer, et donc t'offrir un peu de temps pour pouvoir réfléchir un peu à ce que tu veux comme sexualité et comment tu la veux en fait. Ouais. Les gens ont plus envie ils sont plus à même de claquer 1000 balles pour aller faire un week-end en se disant bah, on va faire un week-end par an et ça va régler tout ça, plutôt que se dire on fait des petits pas. Tu le vois toi dans ta pratique, tu l'observes? Ouais, bah souvent moi j'ai des personnes qui arrivent, qui mettent un peu la pression, qui me disent en fait on a tout essayé. En fait, je leur dis ok, vous avez tout essayé, qu'est-ce que vous avez fait? Et il y a ce truc on est parti en week-end, on a acheté de la lingerie, on a acheté des sextoys, on a acheté. Je suis ok, ok, ok. On me dit oui, vous êtes notre solution de dernier recours. Genre t'as un peu la pression, je suis en mode ok. Et en fait, je leur dis on va prendre des trucs tout bêtes. Déjà, on va faire l'audit de votre temps par semaine que vous passez ensemble. Mhm. Racontez-moi vos semaines, tu vois, racontez. Après, dessine-moi ta maison, c'est raconte-moi ta semaine. Et donc ils me disent vraiment, genre là maintenant, je fais ouais, carrément. Et donc je leur dis du lever au coucher, à quoi ça ressemble, du lundi au dimanche, on y va. Et on passe une séance à faire ça. Et je leur dis, ok, combien de temps vous passez de qualité ensemble? On regarde Netflix? Non, c'est pas du temps de qualité. Si tu regardes de temps en temps parce qu'il y a une série que t'adores, oui, mais sinon c'est pas du temps de qualité, tu parles pas, tu es sur ton téléphone en plus quand tu regardes Netflix, ne me mens pas, je le sais. Et en fait, effectivement, il y a toutes ces personnes basées sur ce que tu me dis qui investissent énormément d'argent dans ces accessoires parce que tu sais quoi, c'est plus facile, tu vois. C'est plus facile d'acheter des trucs quand tu as l'argent de pouvoir le faire que de repenser ton mode de vie et d'oser te remettre en question. Et je le comprends. Il y en a qui me disent, ah, j'aimerais tellement avoir une petite pilule pour la libido et que ça fonctionne. Et je leur dis, bah non. En fait, c'est parce qu'en fait, il y a des changements structurels dans ton couple qui prennent du temps, voilà, de se créer un créneau pour le soir pour discuter. Dans les livres, tu vois, je parle des 5 piliers du couple et un de ces gros piliers, c'est la communication. Moi, je leur dis, lâchez votre carte bleue et posez-vous 1 heure pour discuter. Et je vous assure que vous apprendrez bien plus sur l'autre dans un terrain neutre que avec cette pression d'achat permanence pour optimiser, tu vois, ce mot, il me fait vomir notre sexualité. Hyper intéressant. Margot, on l'a vu, du coup, l'argent a un véritable impact sur notre vie sexuelle, hein, parce qu'il va nous permettre notamment de nous dégager du temps pour pouvoir la penser, la repenser et voilà, la mettre en œuvre. Tu sais, quand j'ai préparé cet épisode, je me suis dit, je peux imaginer que l'argent a un impact sur la vie sexuelle des hommes, parce que tu vois, l'argent, c'est un attribut de virilité, Ouais. et un homme peut se sentir extrêmement viril et extrêmement puissant, du coup, donc, dans sa sexualité quand il gagne beaucoup d'argent. Mais qu'en est-il des femmes? Est-ce que c'est un instrument qui va leur permettre de révéler leur sexualité ou plutôt de la dégrader? Et je te pose cette question parce que j'ai encore une de mes clientes qui est en train de se séparer de son Mhm. mari avec qui elle est mariée depuis 20 ans, avec qui elle a 4 enfants, parce qu'elle a lancé une boîte qui fonctionne mieux que la sienne. On n'en parle pas suffisamment, mais quand une femme gagne de l'argent ou qu'elle réussit financièrement, certains hommes se sentent complètement émasculés. Et j'aimerais vraiment aborder ce sujet-là de, voilà, est-ce que finalement l'argent, c'est pas un cadeau empoisonné pour les femmes et leur vie sexuelle et leur vie de couple? Totalement. Pour la petite anecdote, je ne sais pas si tu le sais, INSAF, mais c'était le sujet de mon mémoire de sexo il y a quelques années maintenant. Et c'est pour ça effectivement qu'on s'est connus, parce qu'à la base, enfin, je communique toujours sur les couples et l'argent, mais un peu moins. Je l'ai un peu, j'en ai un peu soupé à communiquer tout le temps là-dessus et j'avais envie de porter un combat qui soit beaucoup plus large. Et mon sujet de mémoire était l'impact chez les couples hétérosexuels quand la femme gagne plus que l'homme. Et donc, pour ce faire, j'ai essayé de me baser sur des études sociétales qu'il y avait, mais également j'ai mené une enquête, alors qui n'a que valeur de mon prisme, mais en tout cas, même si elle n'a pas de valeur statistique en tant que telle, j'ai interrogé une cinquantaine de personnes, elle a le mérite de dire des choses. Eh bien, dans 2 tiers des cas, ça se passe mal. C'est-à-dire que, en gros, en fait, il y en observe 2 types de situations. Dans la situation où madame gagnait plus que l'homme depuis le début, pas de problème.
Parce que ils se sont rencontrés comme ça, ils se sont plus comme ça, et la dynamique de couple s'est faite comme ça. Par contre, dans les couples où madame va se mettre à gagner plus que monsieur, et ça, hyper intéressant, peu importe la catégorie socio-professionnelle. C'est-à-dire que j'avais des couples qui gagnaient le SMIC, comme des nanas qui gagnaient 10, 20, 30 000 euros par mois, des directrices qui siègent au COMEX pardon, de grandes boîtes françaises. Et bien en fait, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que, tu l'as dit dans la question, de façon très, très stéréotypée, aujourd'hui, l'identité masculine, elle ne nous est présentée, et ça c'est hyper intéressant pour comprendre qu'en fait, on n'a pas le choix, comme le sexe, le pouvoir et l'argent. Et donc, des hommes qui, d'un seul coup, en fait, inconsciemment, se voient retirer ce côté argent, qu'est-ce qui se passe? Soit ils vont compenser dans la sexualité ou décompenser dans la sexualité, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont avoir des troubles érectiles. Ou soit, en fait, et c'était souvent le cas, et c'est ce qui me brise le cœur, ils vont investir sur le pouvoir, et notamment via le prisme de la violence. Violence verbale, violence psychique et parfois violence physique. Et j'ai encore en tête le témoignage horrible d'une femme qui était infirmière à l'hôpital, qui est passée infirmière en libéral et qui, tu vois, ça me fait des frissons à t'en parler, enfin tu vois, des frissons à t'en parler, et qui, en fait, son mec lui prenait la tête. Mais le pire, c'est que c'est pas dit. C'est-à-dire que le mec va pas dire je t'en veux parce que tu gagnes plus. C'est-à-dire un jour, elle va rentrer du travail plus tard que prévu parce qu'infirmière en libéral. Et puis le gars va lui balancer une casserole au visage en lui disant comment ça se fait que je rentre et que tu m'as pas fait à manger. Ou alors il va lui prendre la tête. Tu vois, c'est des motifs secondaires de dispute. On va pas, ça va jamais être dit. Et oui, en fait, de ce que je vois, de ce que je vois encore aujourd'hui durant cette étude que j'ai menée à mon humble niveau, ça pose problème. Ça pose problème. Et tu vois, ou alors, autre cas, j'ai une nana qui était salariée dans une entreprise et qui est devenue la dirigeante. C'était il y a quelques années. Et en fait, pour compenser le fait qu'elle gagnait plus que son homme, alors qu'elle bossait plus que lui, parce qu'il était prof et elle était dirigeante d'entreprise, j'ai aucun, tu vois, il n'y a pas de jugement de valeur, mais voilà, à un moment donné, quand t'es prof, tu bosses pas jusque 21 heures, quoi. Et bien, en fait, elle rentrait du taf. En plus, c'était une entreprise industrielle, hein. Donc, elle rentrait du taf, elle était épuisée. Et en fait, elle allait lui faire à manger, faire les tâches ménagères pour pas qu'il se sente lésé dans sa masculinité. Franchement, là, on touche vraiment du bout du doigt, mais on touche vraiment un vrai sujet pour les femmes. Parce Ouais. que, tu vois, Margot, moi, j'ai plein de femmes que j'ai en cliente qui viennent me voir en me disant, INSAF, bah voilà, j'ai envie d'apprendre à négocier ma REM, j'ai envie d'apprendre à négocier mes prestations, etc. Le endgame étant, j'ai envie de gagner plus d'argent. Et en fait, à partir du moment où on met les choses à plat, on redéfinit leurs tarifs, ou on redéfinit leurs valeurs en tant que salariés, à combien peuvent s'évaluer leurs prétentions salariales, quand je leur donne les vrais chiffres, elles se braquent et elles les rejettent. Quand je creuse pour comprendre pourquoi elles les rejettent, en fait, elles m'avouent assez régulièrement qu'elles ne peuvent pas gagner autant d'argent parce qu'elles ne peuvent pas mettre en compétition leur couple avec leurs désirs financiers. Et tu vois, Margot, je me dis en vrai, c'est un vrai problème. Parce que Ouais. tu peux empouvoirer autant que tu veux les femmes économiquement. Si à un moment donné, tu mets dans la balance, tu leur demandes de choisir entre leur vie de couple, au-delà de leur vie sexuelle, mais leur vie de couple, leurs relations qu'elles ont, leur vie de famille finalement aussi, Hmm. leur désir de puissance financière, enfin, c'est un vrai problème. Et je ne sais pas si on pousse l'analyse encore plus loin. Il y a quelques années, on a mis en compétition la parentalité, la maternité et les désirs financiers, en disant aux femmes, attention, si vous gagnez trop d'argent, vous n'allez pas pouvoir être une bonne mère. On est arrivé, on a bousculé tout ça et on a prouvé que tu pouvais gagner beaucoup d'argent et être une bonne mère. Et là, j'ai l'impression que le prochain combat, c'est si tu veux avoir un mec dans ta vie et pas une loque et un mec que t'entretiens, un espèce de gigolo, eh Hmm. ben, il faut pas que tu gagnes plus d'argent que lui. Est-ce que toi, tu t'es plutôt OK avec ce constat-là ou pas? Sur le fait que les femmes de demain, enfin d'aujourd'hui, doivent pas gagner plus que dans cette dualité. Sur le fait qu'il y a un véritable problème parce qu'aujourd'hui, les femmes, finalement, on les pousse à gagner plus, mais dans l'intimité, gagner plus, il y a encore une grande proportion de femmes que ça dessert. Mais tu vois, en fait, c'est hyper intéressant, c'est que ça rejoint, finalement, on fait le même métier, ils savent. Ça rejoint ce qu'on disait il y a quelques instants sur la question précédente, la communication. Tu vois, les couples ne parlent pas d'argent, mais ils parlent même pas de leurs ambitions. Tu vois, moi, mon mec, il sait très bien que j'ai un projet hashtag Céline, c'est mon projet Céline. Je lui dis, moi, je vais être une star.
je veux passer à la télé, je veux écrire des livres, je veux gagner de la thune et je veux être la référente en matière de sexo en France. C'est comme ça. Et il sait très bien que de ce projet-là, de mon projet Céline, émanent certaines conditions du style le soir je finis à 21 h et contrairement à toutes les autres mamans qui viennent chercher leurs enfants, c'est mon fils et mon mari, à part le lundi, qui va chercher notre fils, etc. Et je pense que, effectivement, j'espère que les femmes n'auront pas ce choix à faire, mais par contre, j'espère que au début de leur relation, en fait, ils et elles parleront de leurs ambitions professionnelles et de leurs ambitions financières. Parce qu'en fait, c'est ça ce qui se passe, c'est qu'en fait, personne ne devrait avoir à choisir entre une vie de famille, une vie de femme, et une vie d'entrepreneur enfin, je parle pour ma part, mais ou une vie de femme qui veut réussir, peu importe derrière ce qu'on met le mot réussite d'ailleurs, hein, que c'est qu'elle soit financière, qu'elle soit philanthropique. Enfin, on ne devrait pas être face à ce choix-là. Mais le problème, c'est qu'on communique pas parce que, et c'est tout le travail que tu fais merveilleusement bien avec ton podcast et avec tout ce que tu publies sur les réseaux, c'est qu'en fait, les femmes ne se saisissent pas du sujet, tu vois. Combien de femmes ont leur hashtag projet Céline, tu vois? On va lancer une trend, une SAF, je pense. Ouais, on va lancer une grosse trend. Mais c'est vrai, en fait, tu vois, c'est hyper intéressant ce que tu dis, Margot, parce que si on s'autorisait à assumer un peu plus nos ambitions, peut-être qu'on réglerait des problèmes en amont et on les laisserait même pas s'installer, parce qu'au final, c'est ainsi que je vois ma vie, c'est ça ma juste valeur, entre guillemets, take it or leave it. Et je vais pas m'accommoder pour toi en espérant que demain tu changes, et finalement, demain tu changes pas et tu deviens encore plus con avec moi, juste parce que moi, je me suis donné les moyens de réaliser mes rêves et pas toi, quoi. Oui, voilà, c'est ça. En fait, c'est l'idée, c'est même pas, enfin, c'est même pas, c'est non négociable. Tu vois, tu viens de sortir un bouquin sur les 50 phrases de la négociation. Là, c'est un non négociable, c'est-à-dire, c'est mon statement. C'est comme ça, c'est ma vision professionnelle, c'est mon projet. L'admiration, ça fait partie des piliers du couple, je mentionnais, et l'admiration peut aussi passer par ça. Enfin, tu peux vouloir être avec une femme qui veut gagner de l'argent, être ambitieuse, mais tu peux ne pas vouloir l'être. Et je me dis, au lieu d'éviter d'avoir des drames familiaux, des familles qui se séparent, des parents qui voient leurs enfants une semaine sur deux, enfin, autant parler dès le début de la relation, de l'ambition professionnelle, de l'amener grâce à toi. Tu as suffisamment de contenu sur les réseaux en disant, tiens, j'ai vu qu'Insaf, elle avait dit ça, toi, t'en penses quoi? Comme ça, tu vois si ton futur date, c'est un potentiel connard ou pas. Oui, je juge un peu, parce que pour moi, des mecs qui empêchent de femmes leur vœu, c'est des connards, pardon. Je sors de ma posture de neutralité thérapeutique. Mais oui, enfin, je pense qu'en fait, on devrait même pas avoir le choix, mais parce que la société, encore une fois, mais ça, c'est un autre sujet, nous présente comme étant la variable d'ajustement. Voilà, on Ouais, s'adapte. ouais, ouais. Et moi, je refuse de m'adapter. Margot, on l'a vu ensemble, tu es une femme extrêmement engagée sur le sujet de l'égalité femmes-hommes, notamment une militante inspirante sur le sujet de la lutte contre les violences économiques. Euh, il y a quelques années, les Glorieuses, avec Héloïse Boll, ont créé un baromètre des violences économiques qui permettait aux femmes de pouvoir mesurer le degré d'emprise qu'elles avaient dans leur couple sur ce sujet-là et à quoi cette emprise correspondait en termes de violence économique. Toi, eh bien, c'est un outil qui est quand même très théorique au final, même si c'est un baromètre et que c'est extrêmement utile. Mm. Toi, tu es sur le terrain tous les jours, Margot. Et tu l'as dit d'ailleurs tout à l'heure avec l'exemple de l'infirmière qui s'était vue balancer une casserole à la figure parce qu'elle rentrait trop tard de son travail. Toi qui es sur le terrain tous les jours, comment tu observes et comment tu identifies en amont les mécanismes de violence économique quand ils s'installent dans un couple? C'est hyper intéressant et oui, le violentomètre, moi je trouve que quand on le connaît pas, ce qui a été fait par les Glorieuses avec Rebecca, toi, Héloïse, Émilie, enfin c'est juste fabuleux et je pense qu'on devrait toutes et tous l'avoir en tête. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le site des violences faites aux femmes. C'est la première manifestation de la violence dans les couples, c'est la violence économique. Pourquoi? Parce qu'elle est Hop, insidieuse. stop. Est-ce que tu peux le redire pour que les femmes le réentendent bien? Justement. Parce Pardon, que c'est hyper important. Redis-le. je vais le Redis. dire fort, loud! J'étais pas au concert de Beyoncé, mais c'est pareil. Ok. La première manifestation des violences dans le couple, ce sont les violences économiques. Voilà, vous avez entendu, mesdames. Voilà, la première manifestation des violences dans le couple, ce sont les violences économiques. Une femme sur quatre qui appelle le 3919, qui est le numéro pour les femmes victimes de violences, dit avoir été ou être victime de violences économiques. Ce qui est intéressant, grosse guillemets, dans les violences économiques, c'est qu'elles concernent toutes les femmes, tous les milieux socio-professionnels, tous les métiers, peu importe, enfin peu importe le degré d'études, l'origine, enfin il n'y a pas de, elle ne fait pas de discrimination la violence. Et la violence économique, elle va passer par une dépossession, sans mauvais jeu de mots, individuelle de la personne en tant qu'être pensant.
Donc, ça va être devoir demander son avis avant d'acheter. En fait, c'est de demander, c'est comme si on tournait, on avait de nouveau 13 ans. Et en fait, on devait demander la validation à nos parents pour acheter ceci. On devait leur demander le carnet de chèques. On devait leur demander ceci et qu'on n'avait rien à notre nom. Si tu as l'impression que tu as de nouveau 13 ans, que tu doives demander à ton mec ou à ta meuf, souvent les mecs, hein, tu dois demander à ton mec son accord pour acheter. Enfin, à chaque fois qu'il te fasse un petit commentaire en mode ah tiens, t'as acheté ça, t'aurais pas dû ou avec quel argent, que tu n'as pas de carnet de chèques ou de compte bancaire à ton nom, c'est un début de violence économique. C'est une forme d'emprise, enfin, c'est une emprise et une domination. Et donc, en fait, au quotidien, et c'est pour ça que je dis que ça concerne tout le monde, on l'a dit au début, mon métier n'étant pas encore remboursé puisque je ne suis pas médecin, bah, les gens payent et se font rembourser rarement avec la mutuelle. Mais donc voilà, je suis confrontée. Enfin, je vois beaucoup de personnes. J'ai des tarifs solidaires, mais j'ai quand même beaucoup de personnes issues de CSP++. Et en fait, un truc, un moment tout bêtement, en fait, en faisant le chèque, j'ai une de mes patientes et je vois que le chèque il est le nom de son mari. Et je lui dis ah mais vous êtes trompée de chéquier. Elle me dit bah non mais moi j'ai pas de chéquier. Là en fait on a détaillé le truc et en fait je lui dis mais il faut que vous ayez un compte bancaire à votre nom. Enfin elle avait pas de compte bancaire, il y avait que le conjoint. Oui mais moi j'ai mon conjoint, moi je fais mais votre mari. Ah, mais lui, il a gardé son compte, mais c'est pour gérer ses trucs. Je fais, attendez, non, vous êtes directrice communication chez je ne sais qui. Non, enfin, en fait, oui, mais c'est pas grave. Je lui dis, non, mais si, c'est grave, tu vois. Et en fait, c'est dans ces La détails de réalité du terrain, ouais, c'est la véritable C'est ça, réalité du c'est-à-dire, terrain. il y a Viv qui a publié une étude, leur baromètre annuel, qui est vraiment une mine d'or d'informations. Et en fait, récemment, je crois que c'est un quart des femmes n'ont pas de compte bancaire à leur nom. Enfin, c'est un énorme chiffre. Je suis pas sûre de ce que je dis, mais à reconfirmer, tu vois. Mais c'est énorme, en fait. Tu vois, quand tu donnes cet exemple-là, on pense toujours que quand on parle des femmes qui n'ont pas de compte bancaire à leur nom, on pense toujours aux mamans qui ont 70 ans, même grand-mère, plutôt Ouais, aux femmes issues de maman. l'immigration, comme elles sont Voilà, et pas système toujours en intériorisé. fait. Pas toujours. Il y a des femmes qui n'ont pas de compte bancaire parce que de fait, elles ont un salaire qui est moins élevé que celui de leur conjoint et que elles, comme elles gagnent moins, elles versent tout leur salaire dans le pot commun, donc sur le conjoint, et elles n'ont pas la possibilité de dégager de l'argent et donc le mettre sur un compte à leur propre nom. Et elles se font prendre dans le piège comme ça. Ouais, voilà, c'est insidieux. Et puis, de toute façon, tu sais, quand tu te maries, tout est tout beau, tout rose. Donc, en fait, tu te dis, oh, mais non, mais jamais ça peut m'arriver. Mais je vous rappelle que sur Paris, un mariage sur deux se termine en divorce. Mm. Et que le moment du divorce, c'est le moment où tu fais payer à l'autre au sens propre comme au sens figuré. Donc, si tu t'es pas constitué de matrimoine, j'emprunte cette expression à Hélène, si tu t'es pas Une constitué un Garbi mat... qu'on embrasse et qu'on Oui, salue. voilà, bisous ma Hélène. Si tu t'es pas constitué un matrimoine féministe ou même matrimoine tout court, en fait, comment tu vas payer ton avocat quand lui, ton mari aura eu, ex-mari aura eu le loisir d'avoir son épargne? Ouais, je peux que hocher de la Puis toi, en tête. tant qu'avocate, Oui. enfin, j'imagine que c'est ton quotidien à toi, ça, plus que le mien. Ouais, malheureusement, ouais, ouais. Margot, j'avais une autre question aussi à te poser, puisque tu es la papesse de la bonne baise, en tout cas en France. Je voulais savoir, et je voulais avoir ton opinion. Est-ce que du coup, quand on travaille sa relation à l'argent et qu'on passe d'une relation un peu compliquée à une relation saine, apaisée, et qu'on étend ça à son couple et qu'on a une vraie communication qui est fluide avec son conjoint ou sa conjointe sur le sujet financier, est-ce que toi, en tant que sexologue, tu as observé dans ta pratique que du coup, ça améliorait la vie sexuelle et la relation de couple? Totalement. Je le disais en introduction, l'argent, c'est la plus facile des conversations difficiles dans le couple. L'argent, c'est intéressant, c'est que derrière ce côté très, enfin pas léger, mais ce côté très simple qu'il peut y avoir, en fait, en réalité, il parle de beaucoup de choses. L'argent, il parle de notre histoire, de notre origine sociale, du rapport de nos parents avec l'argent, du rapport si on en a eu, trop eu, pas assez eu, manqué, si nos parents en parlaient. Moi, j'aime bien dire que l'argent, en fait, il témoigne de notre héritage, enfin, c'est notre héritage, mais au sens propre comme au sens financier, notre héritage psychique. Et donc, en fait, c'est cet héritage-là que l'on va amener dans une relation avec une autre personne. On peut venir tous les deux de la même classe sociale. Si on a des parents qui sont arrivés là où est-ce qu'ils en sont, mais pas de la même façon, ça va avoir des impacts sur la gestion de l'argent. Et donc, euh, chez les couples où il y a une conversation qui se fait autour de l'argent, une conversation apaisée, où on ne joue pas quelque chose, mais on parle de soi et en toute humilité. Voilà, l'idée, c'est pas que ce soit tout rose non plus, mais aussi à montrer sa vulnérabilité. J'ai écrit un truc récemment sur les réseaux en disant, mais faisons une ode à la vulnérabilité. Être en couple, c'est aussi parler de ses faiblesses en disant, bah ouais, mais tu vois, genre, j'ai des couples, il vient d'un milieu très très modeste de la campagne française, il gagne plus de 30 000 euros par mois. Le problème, c'est qu'en fait, il y a une espèce de loyauté.
par rapport à sa famille, tu vois, c'est les transfuges de classe. Et j'ai fait toute une séance de consultation sur le transfuge de classe. C'est un mot qu'il connaissait pas. Bah, du coup, en fait, sa partenaire lui reprochait pourquoi il n'arrivait pas à mettre de l'argent dans leur couple. Et tu vois, en fait, s'ils étaient restés que tous les deux, ça, ils auraient pu se séparer. Alors, je dis pas que j'ai empêché la rupture, mais je dis qu'en fait, grâce à la thérapie, ils ont pu avoir un espace pour en parler. Et donc, comme je disais, derrière l'argent se cache tout un tas de choses dont on maîtrise pas, notre histoire, notre famille, les histoires de transfuges de classe, de déclassés, enfin. Et ne pas en parler, c'est se saborder. Et donc, effectivement, j'observe que dans les couples où, je le répète, l'argent, c'est la plus facile des conversations difficiles, on parle d'argent, ça va mieux. Parce que quand on n'est que tous les deux, ça va, mais quand on va vouloir acheter, quand il va y avoir l'arrivée d'un enfant, si projet bébé il y a, deux enfants, trois enfants, on va se poser la question du mode de garde, du coût, de qui travaille pas, qui va le chercher, comment on va le chercher, pourquoi, est-ce qu'on prend une nounou ou pas, des vacances, et puis des choses plus tristes aussi, du décès des parents, ou alors avant ça, de l'hospitalisation. Ça coûte cher, les maisons de retraite, les auxiliaires de vie, je ne sais pas si ça se dit au masculin. Pareil, tout ça, ce sont des coûts. Et si on n'arrive pas à en parler dès le début, tu sais, on dit petit âge, petit problème, grand âge, grand problème. Au fur et à mesure, en fait, ça va être un effet boule de neige et bien sûr que ça va avoir un impact sur la sexualité parce qu'en fait, à partir du moment où tu t'es pris le chou le soir à table sur placer ou non ta belle-mère en maison de retraite, au moment d'aller te coucher, tu vas pas être en mode pompe-pélope, on s'envoie en l'air et on se réunit et on fait l'amour parce qu'on s'aime et voilà. Et on se retrouve, ouais, je suis tellement d'accord avec toi. Tu vois, moi, il y a un truc qui m'énerve, mais je pense que je vais écrire là-dessus sur les réseaux. Cette espèce de dichotomie entre la vie pro, vie perso, mais je pense qu'on pourrait la mettre partout. Tu vois, le fait de vouloir mettre les choses dans des cases, tu sais, comme si notre cerveau était lui-même dans des cases et ne communiquait. Enfin, tu sais, genre, c'est très lunaire, quoi. Ouais, ouais, c'est pas une armoire ou un placard, C'est notre ça. cerveau. Donc, évidemment que quand tu as des sujets qui sont houleux comme l'argent, eh bien, évidemment que ça va avoir des impacts sur ta sexualité. Bien sûr. Et en fait, c'est hyper intéressant et c'est hyper éclairant. Je suis très, très contente de t'avoir invitée, Margot, au-delà du fait que je t'adore. Mais, Moi aussi. mais je suis très, très contente parce qu'en fait, les gens ne réalisent pas à quel point leur relation à l'argent peut impacter énormément de pans de leur vie, jusqu'à la sexualité. Bah ouais. Ils réalisent pas du tout en fait. Et ils pensent que l'argent, c'est juste une question de chiffres, des plus, des moins sur un compte en banque, la capacité ou pas de pouvoir s'offrir du H&M ou du Chanel, de partir en vacances à l'île Maurice ou je sais pas, ou en Auvergne. Et en fait, ils se rendent pas compte que déjà le rapport à l'argent, et tu l'as dit tout à l'heure, c'est ultra important et merci de l'avoir dit, Margot. En fait, c'est un héritage transgénérationnel. Et donc, moi, j'invite d'ailleurs tout le monde à regarder une série Netflix qui s'appelle Les Chemins de l'Olivier et qui Ok. parle des constellations familiales et qui t'explique en quoi ton passé a construit, t'a été transmis et à quel point, en fait, soit il peut être un accélérateur de ta vie, soit il peut être un frein dans ta vie. Et tu sais, par exemple, certaines personnes qui reproduisent inlassablement, irrémédiablement les mêmes schémas avec l'argent ou avec l'amour ou avec le boulot, etc. En fait, on leur suggère de faire des constellations familiales pour comprendre pourquoi, en fait, ils sont empêtrés dans ces schémas-là. Et alors, c'est une série qui est légère, mais je trouve qu'elle permet de vulgariser le concept et elle permet vraiment de comprendre pourquoi eh ben, on a des freins sur des sujets. Et je pense que sur l'argent, c'est intéressant de comprendre pourquoi on a cette relation-là avec l'argent, de quelle relation on a hérité, de la même manière qu'on a hérité d'une manière de voir les relations de couple, qu'on a hérité de la manière de voir le sexe, etc. Encore il n'y a pas longtemps, je lisais un article qui est un peu une analyse ou une réflexion sur les éjaculateurs précoces et qui disait qu'ils ont observé qu'il y avait plus d'éjaculateurs précoces auprès d'une population d'hommes qui avaient une mauvaise vision de la sexualité et que du coup, comme ils avaient été brimés dans leur sexualité ou qu'ils avaient construit des croyances qui étaient pas, qui étaient malsaines autour de la sexualité, type le sexe c'est mal, eh ben, ils avaient tendance à éjaculer rapidement pour en finir le plus rapidement possible Ouais, parce que pour c'était plus expédier de le mal. truc, ouais. Voilà, pour expédier le truc. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que des fois, tu es coincé dans une pathologie, d'autant plus le sexe, c'est tellement lourd, c'est tellement intime. C'est pour ça que je trouve que ton travail, il est fabuleux parce que tu permets de mettre des mots sur des mots MAUX. Oh, j'adore. Et c'est hyper utile, tu vois. Et en plus, quand tu couples ça avec l'argent, qui est aussi du domaine de l'ultra intime quand même, et encore plus en France, tu vois. Hmm. Enfin,
en France, tu as plus de chance. Moi, je me suis retrouvée plus fréquemment avec un coup dans le nez à parler sexe avec des copines qu'à parler thunes. Mais tu sais, moi, j'aime bien provoquer. Et quand je vais en soirée que les gens ne me connaissent pas, je leur pose deux questions. Je faisais plus, mais j'arrêtais de le faire. Je leur demandais combien ils gagnaient et c'était quand la dernière fois qu'ils avaient fait l'amour. Et T'as généralement, raison, ils me répondaient plus à c'est quand la dernière fois qu'ils avaient fait l'amour que combien ils gagnaient. Surtout en France, tu vois. tu Mais tu vois, vois. c'est hyper intéressant parce que moi, je suis suivie en psychanalyse depuis de nombreuses années, forcément, pour exercer le métier. Enfin, forcément ou pas, mais en tout cas, voilà, pour comprendre. Et tu vois, l'art. Recommander dans ta profession d'avoir un superviseur ou une Ouais, exactement. En fait, on a une supervision, une intervision et un suivi individuel. Je dépense pas mal de thunes, ce qui a eu don d'énerver les psychiatres sur les réseaux sociaux quand j'ai dit l'argent que je mettais dans ma santé mentale. Mais bon, hein, on reproche pas aux sportifs d'avoir des montres à 1000 balles pour faire des trails dans superviseur. les montagnes. Donc, bon, elle va pas me reprocher De faire d'investir. des massages à 10 000 balles hein, pour Voilà. activer leurs muscles. Et tu vois, l'argent, en fait, en psychanalyse ou même dans la reproduction des schémas, en fait, à partir du moment où tu es dans la reproduction d'un schéma, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans ton enfance, il y a un loupé, et que tant que tu vas faire, entre guillemets, toujours la même connerie, je simplifie, grand simplifie, tant que tu fais toujours la même connerie et que tu n'auras pas compris ce que ça veut dire, en fait, tu vas être dans le même schéma. Typiquement, les nanas qui vont être toujours avec des bad boys. Mhm. Tu vois, il y a un truc au niveau du lien de l'attachement. Et que tant que tu n'auras pas guéri, alors tu peux pas guérir ça en psychanalyse, mais tant que tu n'auras pas adressé ça, et l'argent, c'est la même chose, tu vois, il y a quelque chose. Je suis en train de lire un livre fabuleux en ce moment qui s'appelle Succession. C'est une enquête qui a été faite par deux journalistes sur les dynamiques familiales et dans les grandes familles françaises, Lagardère, Bernard, enfin, Ernault, chez Descartes, enfin, tu vois, toutes les Muliez, etc. Et tu te rends compte effectivement que dans la façon dans laquelle va être transmise l'entreprise et la façon dans laquelle les héritiers vont faire de l'argent, ils vont faire payer des trucs à ce moment-là, tu vois. Et c'est pas que, là, comme tu dis, c'est pas un sujet aussi léger qu'une histoire de vacances c'est que derrière, c'est lourd, quoi. Il y a ton héritage financier, il y a le rapport, tu vas faire payer les autres, tu vois. Ouais, ouais. Tu vois, moi, j'ai un exemple très concret, et après, je vais arrêter de déblater. Non, Tu vois, vas-y. j'ai un couple qui s'est séparé, ça fait 10... Non, non, pas 10 ans. Si, ça fait 10 ans, parce que là, je l'ai vu en consultation pour un autre sujet. Et en fait, lui, il fait traîner le divorce. Mais il fait pas traîner le divorce parce qu'il veut récupérer les sous, enfin c'est ce qu'il dit. Mais parce qu'en fait le fait de faire traîner le divorce, c'est très pervers, hein. C'est la seule façon qu'il a de maintenir le lien encore avec elle. Ouais, ça m'étonne pas du tout. Tu vois, non mais c'est des trucs. Ouais, ouais, ça m'étonne pas du tout. Bon, bref, pardon. Faudrait que un jour j'inviterai une avocate en droit de la famille et qui adresse les sujets de divorce, spécialisée dans les divorces, pour nous partager toutes les choses qu'elle voit. Et je peux te dire que c'est pas du joli joli, hein. Bah ouais, toi tu dois le voir en plus sur l'autre côté. Margot, j'aimerais encore parler avec toi des heures parce qu'il y a tellement de sujets et peut-être même que je te réinviterai pour un deuxième épisode pour adresser d'autres sujets parce qu'il y a vraiment plein de choses, plein de ponts qu'on peut faire avec ton activité et la mienne. Mais avant de terminer, il y a vraiment deux questions que je veux absolument te poser parce que Dis-moi. ça m'intéresse de ouf d'avoir ton avis. Tu sais, moi j'ai toujours l'habitude de donner une image et de dire, ben, dans une relation professionnelle, s'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de relation professionnelle. En gros, donc, en la relation entre employé et employeur, peu importe le cadre, et que ce soit dans le salariat ou dans l'entrepreneuriat, freelancing, etc. Si c'est quelque chose qui est gratuit, il n'y a pas de relation professionnelle en fait. Pour qu'on scelle le deal, il faut qu'il y ait de la thune. Hmm. Et pour dire ça, pendant longtemps, ce que j'ai dit, bah, c'est comme dans une relation de couple. Pas de bras, pas de chocolat, pas de sexe, pas de relation. Et récemment, j'ai lu un de tes posts qui m'a fait me questionner sur ce que je pensais par rapport au sexe dans le couple. Ah Et oui. j'aimerais vraiment te poser la question là-dessus parce que c'est vrai que surtout dans des couples qui sont ensemble depuis longtemps, quand tu rentres vraiment dans la intimité, que vous avez des discussions qui sont vraiment très profondes, tu découvres parfois qu'il y a des couples qui marchent super bien, mais qui n'ont pas la vie sexuelle que tu t'imaginais. Et qui Hmm. ont une vie qui n'est pas fondée que sur le sexe. Mais on a passé notre vie à nous dire, ben, le sexe, c'est le ciment du couple, de la même manière que l'argent, c'est le ciment d'une relation professionnelle. Mais toi, tu dis le contraire et j'aimerais vraiment que tu développes cette idée-là, parce que je la trouve vraiment intéressante. Bah merci, ouais. Alors de façon très provoque, je dis que le sexe, c'est pas le ciment du couple, le sexe, c'est le ciment d'un plan cul. Voilà, c'est mon take. Un couple, Punchline! voilà. Je vais lâcher le micro. Non, non, casse pas le Badaboum! micro. Non, non, le sexe, c'est pas le ciment du couple. Un couple repose sur 5 piliers. Et déjà, rien que ça, tu vois, ça fait beaucoup. C'est le partage, l'admiration, la communication, la confiance et la sexualité.
Et alors, je pourrais détailler ces piliers, ces 5 piliers, mais on en a pour 4 heures sinon. Mais en fait, au début de la relation, oui, mais à la fin de la relation, enfin même dans la relation, tu peux t'épanouir ailleurs. Et en fait, ce qui est important au niveau de la sexualité, c'est de se rappeler que on s'en fout des chiffres. Moi, il y a une question que je pose jamais en consultation, c'est le nombre de rapports que les gens ont. Parce qu'en fait, tu peux avoir du sexe tous les jours et que ça soit nul, et en faire une fois par an et que ça soit bien. Et ce qui va compter, c'est la satisfaction et s'il n'y a pas de souffrance, en fait. Donc désolée Insaf d'avoir cassé le mythe et d'avoir cassé ta comparaison en disant que dans le couple, pas de sexe, pas de bras, pas de chocolat. Malheureusement, j'avoue, je nuance beaucoup. Non, mais je trouve ça hyper intéressant, tu vois. Moi, j'adore enfin évoluer aussi sur mes réflexions et sur, sur mes pensées. Et je trouve ça hyper bien d'aussi apporter un peu plus de nuances sur le sujet. Autant bah, dans la relation professionnelle, bah, ce qui fait une relation professionnelle, c'est une contrepartie. Et dans notre marché qui est très réglementé, la contrepartie, en général, c'est l'argent. Mais peut y avoir aussi d'autres contreparties, c'est ce qu'on appelle les avantages en nature. Mais c'est vrai que du coup, dans la relation de couple, c'est moins facile d'envisager autre chose comme contrepartie. Et le fait de dire, je trouve que c'est vachement libérateur aussi pour les femmes et pour les hommes, hein, pas que pour les femmes, Grave. de dire, bah écoute, tranquille en fait, tranquille. C'est pas parce que tu fais pas l'amour 3 fois par semaine que c'est la fin de ton couple. Et je pense que c'est libérateur et ça t'enlève d'un poids. Oui. L'autre question que je voulais te poser avant de te laisser partir, Margot, c'est, et je pouvais pas je crois que je t'ai invité pour cette question-là. En fait, j'aimerais vraiment, si possible, que tu donnes des conseils, tu sais, ma juste valeur, c'est hyper pratico-pratique et tout. Et je me dis, pour les auditrices qui nous écoutent, ce qu'elles kifferaient repartir avec, c'est genre 3 conseils hyper actionnables pour qu'elles reprennent le pouvoir sur leur vie sexuelle en reprenant le pouvoir sur leur vie financière. Et si tu avais 3 conseils à donner, vraiment 3 conseils les plus importants pour toi, pour leur permettre, évidemment, on va leur conseiller de lire ton bouquin La Malbaise et de te suivre Non mais t'inquiète. et de suivre ton travail. L'idée, c'est pas que Non, non, mais dire t'inquiète. en 3 minutes. Oui. Mais je me dis, tu vois, je pense qu'il y a plein de déclics qu'on peut créer en donnant 3 conseils et je suis certaine qu'il y a plein de déclics que tu vas créer. Donc, j'aimerais bien en créer quoi, des déclics. Non, non, mais avec plaisir. Bah, un conseil effectivement qui s'applique aux deux, et c'était hyper intéressant quand j'ai travaillé la question, c'était déjà de se reconnecter avec son désir. On va commencer par la base. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, est-ce que je fais les choses parce qu'on m'a appris à les faire ou je fais les choses parce que j'ai envie de le faire? Ça, c'est la première chose. Mais que ce soit dans le sexe ou dans l'argent, c'est valable. Est-ce que j'ai décidé d'être un temps partiel parce que mon mec m'a dit que c'était bien ou est-ce que je le fais parce que j'ai envie de le faire? Est-ce que je fais la levrette parce que j'ai appris que c'était un peu sexy, mais un peu coquine, mais pas trop non plus? Ou est-ce que je le fais parce que j'ai envie de le faire? Premier conseil, on se reconnecte à son désir. Le deuxième, mais qui est un peu dans la même veine, mais c'était vraiment histoire d'appuyer là-dessus, c'est de placer le plaisir au centre. Paul Ricoeur, qui est un philosophe que je paraphrase honteusement, le désir, c'est l'anticipation d'un plaisir. Donc, en fait, il faut accepter de se mettre au centre et il faut accepter de s'éloigner des injonctions stéréotypées qu'on a. En fait, faites les choses avec du plaisir. Et enfin, mon troisième conseil, mais c'est plus un conseil que je donne aux femmes qui sont en libéral et aux entrepreneurs, parce que quand j'étais enceinte, parce que j'ai un petit garçon de bientôt 2 ans, j'ai beaucoup souffert du manque de représentativité, où je me retrouvais pas dans les modèles de Superwoman, mais je me retrouvais pas non plus dans certains modèles, parce que c'est vraiment la hesse, l'entrepreneuriat quand t'es une femme. C'est clair. Et je salue Émilie Fredly pour son programme Mère Ah, qu'elle... bah, merci, Émilie, pour ça, parce que, Ouais, comme tu dis, c'est vraiment la merde. Mm. Euh, Moi, j'ai une boussole qui me guide au quotidien, et donc je suis désolée que ce soit un peu plus orienté pour les femmes en libéral ou qui sont indépendantes, ou en tout cas qui ont des grosses missions. C'est soit je kiffe, soit je passe du temps avec mon fils, ou soit je gagne de la thune. Et le dernier, je te le dois à toi, Insaf. Parce que grâce à tes posts sur les réseaux, parce que tu parlais des miens, mais moi je peux parler des tiens, où tu disais que les femmes étaient invitées tout le temps à des trucs gratuits, moi y compris. Tu as communiqué suffisamment de fois dessus pour que ça rentre dans ma petite tête. Et depuis que je suis devenue maman, en fait, mon temps, il est précieux. C'est-à-dire que, tu vois, euh, d'habitude, le lundi, je finis à 17h, mais j'avais tellement envie de faire cet épisode avec toi et je kiffe tellement que, tu vois, j'ai pas l'impression de perdre quelque chose. Et donc, tu vois, c'est soit tu kiffes, soit tu gagnes de la thune, et ça, c'est pour celles qui ont des enfants, du coup, et soit tu vois tes enfants. Et ce serait ça mon troisième conseil, c'est d'avoir sa boussole en tête. Et si tu savais avec Hélène Garby à quel point ça nous guide dans nos prises de décision aujourd'hui, c'est hyper important. Mais Donc, c'est super. le désir, le plaisir et la boussole. Le désir, le plaisir et la boussole. J'adore. Merci beaucoup, Margot. Principalement, spéciale dédicace à cette boussole, ce troisième conseil. Parce qu'effectivement, hein,
Moi, je suis un peu comme toi, je le dis pas comme ça, mais je dis soit tu me fais gagner de l'argent, soit tu me fais avancer, soit je passe du temps avec mes enfants. Mais en tout cas, il y a un Mais truc, c'est grâce à toi, INSAF. Enfin, tu vois, non, mais vraiment, enfin, c'est-à-dire que, effectivement, le nombre de fois on m'a invité pour des événements sur les femmes et l'argent, mais la blague, le putain qui se fout de la charité, on proposait d'être rémunéré R, je fais oh. Et c'est grâce à toi, parce que je me suis dit, mais en fait, je suis pas plus con. Si elle y arrive, ok, elle est avocate, donc ça claque un peu au niveau de elle a le sens du verbe, et c'est pour ça que tes livres et ce que tu fais, c'est hyper important, parce que c'est du savoir gratuit que tu donnes à tout le monde. Et c'est hyper important, c'est grâce à tes posts. Donc ouais, cette boussole, c'est grâce à toi qu'on l'a construite. bah écoute, merci. Je vois qu'on s'auto-inspire, c'est bien. On s'est tellement saucé dans cet épisode, ça fait du bien. Eh putain, si on le fait pas, personne le fait pour nous, hein. C'est clair, personne ne... Saucez-vous les filles, saucez-vous. Quatrième conseil bonus, on se sauce. Allez, En saucez-vous, emoji, voilà, dans tous les sens du terme. mettez un emoji sauce. Merci infiniment, Margot, pour tes précieux conseils, ton expertise, ta bonne humeur et ton engagement authentique et sincère. Ça a vraiment été un honneur et un plaisir de te recevoir. Merci à toi. Pour ceux qui veulent te retrouver rapidement, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver et où est-ce qu'ils peuvent prendre attache avec toi? Alors, sur LinkedIn, mon prénom c'est Margot comme le vin rouge, Margax. Désolée pour les alcools free. Je suis née au mois de novembre, mes parents ils ont pas choisi, hein. Mon nom de famille c'est Théroux, toujours rouge, T-E-2-R-O-U. Sur mon compte Insta, c'est Margot_Théroux. Voilà, et puis j'ai une newsletter tous les mois qui s'appelle la newsletter de l'amour. J'écris une fois par mois sur des pensées qui me traversent. Et puis évidemment, La Malbaise, mon livre aux éditions Payot, qui est mon deuxième bébé actuellement. Donc voilà. Est-ce que rapidement tu peux nous donner le pitch de la Malbaise? Parce qu'ils ont dû comprendre quand on en a parlé, mais je pense que pour aller plus loin et pour leur donner envie. En fait, La Malbaise, en fait, ce livre, c'est parti d'un constat où j'étais en totale dissonance cognitive entre ce que j'observais en consultation et ce que je voyais ou ce que j'entendais par les médias dans la sexualité. Et donc, en fait, ça a été appuyé aussi par des études qui montrent qu'aujourd'hui, les Français baisent moins, mais il n'y a pas que ça, parce que ça serait pas grave, c'est parce qu'en fait, aujourd'hui, les Françaises et Français, il y en a un tiers, hommes et femmes, sont insatisfaits de leur vie sexuelle. Et donc, en fait, j'ai voulu analyser, comprendre pourquoi aujourd'hui les gens ont une vie sexuelle qui ne leur convient pas, d'où ça vient, mais parce que je suis une meuf optimiste, et leur donner des clés concrètes dans un troisième temps pour avoir la vie sexuelle qui leur ressemble, loin de la porno, loin de la pop culture, loin de la religion, loin de la famille, et en fait on soit reconnecté à nos propres désirs. Voilà. Et si ça veut dire faire l'amour une fois par an, les soirs, ou tous les 4 ans, les soirs de Total Eclipse, ça me va, en fait. Et ça, je le dis, ça me va. J'adore. Merci infiniment, Margot. Allez courir acheter la Malbaise. Je vous promets qu'après avoir lu ce livre, vous n'aurez que de la bonne baise. Merci, Tsef. À bientôt, À Margot. bientôt, salut. Si vous aimez le podcast Ma Juste Valeur, vous allez adorer notre programme et nos offres de coaching à la négociation de rémunération. Grâce à la méthodologie unique et pratico-pratique de Ma Juste Valeur, vous allez apprendre enfin à vraiment gagner votre vie. Vous allez notamment apprendre comment découvrir votre juste salaire ou vos justes tarifs sur le marché du travail, à construire une stratégie de négociation alignée avec vos priorités de vie et vos objectifs de carrière. Et enfin, à formuler les bons arguments face à votre hiérarchie ou vos clients pour obtenir la rémunération que vous méritez. Si vous écoutez Ma Juste Valeur, c'est parce que vous êtes convaincu que votre travail mérite d'être reconnu financièrement. Alors laissez-moi vous aider à réaliser vos objectifs et rejoignez-moi dès aujourd'hui sur www.majustevaleur.com. Enfin, si cet épisode vous a plu, vous pouvez le partager à vos proches, vous abonner, le noter 5 étoiles et mettre un commentaire sympa sur la plateforme de streaming que vous préférez. N'oubliez pas, sharing is caring. Alors si vous pensez que ce podcast ou mon travail peut aider quelqu'un, s'il vous plaît, n'hésitez surtout pas à le partager.